Bien, bonsoir à tout le monde. Il y a des retardataires, mais ils vont arriver, je suppose. C'est pas facile de se garer. Merci d'être venus ce soir. Je sais que la salle est un peu excentrée, d'Olioul. Pour se garer, c'est moins évident. Mais bon, la prochaine fois, je crois que la conférence du 17, on aura Jean Moulin. Merci Michel de représenter la ville d'Olioul. Et puis un grand merci à Guylaine Lagache d'avoir répondu spontanément à notre invitation, qui date de plusieurs mois. J'avais vu un petit article sur un magazine, lequel c'était, où elle s'est mentionné qu'elle venait d'obtenir la médaille du CNRS. Alors, je crois que c'était peut-être si elle est espace, mais je ne me souviens plus. Donc, une petite présentation de Guylaine, qui est directrice de recherche, spécialiste de la cosmologie observationnelle. Elle travaille au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Elle travaille au sein du département GECO, qui signifie Galaxies, Étoiles et Cosmologie, pour comprendre la formation et l'évolution des galaxies dans leur structure à grande échelle de matière noire et dans le contexte du modèle cosmologique. Elle est impliquée dans un certain nombre de projets scientifiques, principalement liés aux observations de l'infrarouge moyen aux longueurs d'onde millimétriques. Au cours des 10 dernières années, elle a été fortement impliquée dans le projet Planck. Et oui. Donc elle a d'autres projets, elle mène d'autres projets en parallèle, l'observation des galaxies lointaines avec la caméra Nika 2, l'exploration de l'univers primitif, et de l'ère de réionisation avec la cartographie d'intensité C2I, je pense que ça veut dire projet Concerto, qui est mis en route, je crois, depuis au Chili, c'est ça? Et surtout, alors aussi le projet SCA, consortium d'organismes de recherche, et puis surtout, comme je le disais en préambule, en 2021, elle a reçu la médaille d'argent du CNRS. Alors, un petit résumé de sa conférence, qu'elle nous a envoyé, la cosmologie, ce dont on a parlé ce soir, je sais qu'il y a des spécialistes ici, étudie l'origine, la nature, la structure et l'évolution de l'univers. Après une petite introduction, qu'elle va nous dire sur les premiers instants de l'univers, cette conférence abordera le fond diffus cosmologique, rayonnement résiduel, relique du Big Bang, et objet d'étude de la mission Planck. Ce fond diffus nous livre une vision dynamique de l'univers très jeune et permet de tester notre modèle d'univers. Nous verrons au cours de cette conférence comment les observations ont abouti au modèle dit standard de la cosmologie, modèle qui décrit les grandes étapes de l'histoire de l'univers observable, ainsi que son contenu. Et elle terminera cette conférence par évoquer les fameuses ondes gravitationnelles primordiales qui restent insaisissables. Je remercie chaleureusement Guylaine de nous faire l'honneur et le plaisir d'avoir accepté de venir à nous ce soir. Merci d'accueillir Guylaine Lagache. Ok, merci Pierre. Je ne vais pas forcément suivre ce que j'ai raconté dans la track, mais bon, ça c'est pas grave. Je ne me souvenais plus de ce que j'avais écrit, mais grosso modo, ça va coller. Alors, on va parler du fond diffus cosmologique et essentiellement de la mission Planck, parce que c'est un projet sur lequel j'ai énormément travaillé, passé une bonne partie de ma vie. Et donc, c'est toujours un plaisir de vous raconter un peu l'histoire aussi de ce projet, parce que c'est pas que de la science aussi, c'est des hommes qui font de la science, et voilà. Donc, j'espère pouvoir vous transmettre un peu la passion qui nous a habillés pendant tout ce projet. Et puis, si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas, on peut faire interactif, plutôt que de faire tout à la fin. Moi, ça me va très bien, puis si on n'arrive pas à la fin, c'est pas grave. On va parler un peu de cosmologie, mais une partie de la cosmologie, seulement celle qui concerne le fond diffus cosmologique. Il y a tout un tas de sujets en cosmologie qu'on ne va pas aborder ce soir. Mais la cosmologie, en général, c'est une branche de l'astrophysique qui cherche à comprendre l'univers et son évolution de façon globale. Et c'est une science de l'infiniment grand et des origines de l'univers. Et aujourd'hui, c'est une science qui est très prédictive. C'est-à-dire qu'on compare les résultats théoriques
avec des observations qui sont de plus en plus précises, et on parle même de cosmologie de précision. Et vous allez voir pourquoi, avec Planck, on est vraiment rentré dans une ère où on mesure la cosmologie avec une précision inouïe, ce qui nous permet de contraindre le modèle cosmologique dans lequel nous sommes. Alors, cette diapositive est très austère, c'est la seule, je vous promets, mais je voulais un peu parler de comment on en est arrivé, où on en est aujourd'hui par rapport au modèle dans lequel on travaille. Donc, tout a démarré en 1915 avec Einstein et sa théorie de la relativité générale. Et puis, en 1917, Einstein propose un modèle statique de l'univers. Statique, ça veut dire ça ne bouge pas. Et puis, de la même année, Slipher montre que la plupart des galaxies s'éloignent de nous. Tout ça amène un cosmologiste célèbre qui s'appelle Friedman à publier une théorie qui décrit un univers en expansion basé sur la relativité générale. C'est la première fois qu'on a cette notion d'un univers qui est en expansion, qui est dynamique, qui n'est pas statique. Et puis en 1927, Lemaitre publie un article dans lequel il décrit donc l'univers en expansion homogène isotrope de masse constante et il prédit la loi de Hubble. C'est la première fois qu'on établit un lien entre un modèle et une observation qui n'a pas encore eu lieu. Et cette découverte a eu lieu en 1929 avec la découverte de l'expansion par Hubble. Et donc c'était une preuve expérimentale un petit peu de cet univers en expansion de Friedman. Évidemment, à l'époque, il y avait fortement débat par rapport à ça, notamment par Fred Hoyle, qui était un grand cosmologiste connu, et qui lui prônait un modèle d'univers stationnaire. Et lors d'une émission de radio, en fait, où il n'était pas content par rapport à cet univers en expansion de Lemaitre et de Friedman, il a parlé du Big Bang, comme quoi il ne croyait pas en ce Big Bang, parce que si l'univers était en expansion, ça voulait dire qu'il était passé un moment où il était tout petit, tout dense, et donc il ne croyait pas à ça, et donc il a employé ce mot Big Bang, qui est un peu malheureux, parce qu'en fait ça ne veut rien dire, il n'y a pas de Big Bang au début, et puis c'est resté comme ça, et aujourd'hui on parle de la théorie du Big Bang, et c'est comme ça. Mais bon, donc ça date d'une émission de radio en 1948. Donc ce modèle du Big Bang, quand on le regarde aujourd'hui avec nos yeux, avec tout ce qui s'est passé depuis 100 ans, évidemment on pense que c'est une idée qui est assez simple, c'est que si l'univers était en expansion, alors il a dû passer par une phase dense et chaude. Et puis tout ce qui s'est passé après, c'est juste une lente évolution de cette dilatation en fait de cet univers. Et donc ils ont continué à travailler, les théoriciens, parce qu'à l'époque évidemment au niveau observationnel c'était pas les moyens qu'on avait aujourd'hui. Et en 1948 il y a eu un papier de Georges Gamow qui a prédit que puisque l'univers était en expansion, il avait dû passer par une phase dense et chaude, et que cette phase dense et chaude était associée à ce fameux rayonnement fossile, le fond diffus cosmologique, qui correspond à la libération de la lumière 380 000 ans après le Big Bang. Alors ça, ce qui se passe, c'est qu'au début de l'univers, donc on a une espèce de soupe de particules, les électrons, les protons, tout ça, c'est une soupe de particules, et les photons, qui sont notre messager de la lumière, ne peuvent pas se propager, parce qu'ils sont diffusés par notamment les électrons, donc ils ne peuvent pas se propager en ligne droite, et donc ils sont diffusés dans tous les sens, et donc l'univers, il est opaque, il n'y a pas de lumière qui sort. Et puis quand il va s'expandre, il va se refroidir, et il va arriver un moment où ces particules libres vont pouvoir former les premiers atomes. Donc les électrons, les protons, ils vont se combiner, former les atomes d'hydrogène, etc. Et tout ça va faire en sorte que la soupe de particules opaques, elle va se structurer, et puis ça va être au bout d'un moment plein de vide, et pouf, ça va laisser passer les photons, qui eux vont pouvoir se propager, vont pouvoir sortir de cette période opaque, et c'est ce fond-là qu'on observe, qui est le fond diffus cosmologique, 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers avait atteint une température de 1000 degrés à peu près. Donc ça, c'était une prédiction très très forte en 1948, qui était que s'il y avait eu un univers dense et chaud au début, eh bien, il y avait eu cette libération de lumière 380 000 ans après le Big Bang. Bon, à l'époque, la date n'était pas très précise, la température non plus, mais bon. Et puis, c'est resté lettre morte. C'est-à-dire qu'il y a eu ces papiers en 48, et puis après, il y a eu un grand vide où, en fait, ça n'a pas progressé. Jusqu'en 1965, où deux ingénieurs des télécoms, en fait, montent une antenne pour récupérer le signal d'un premier satellite de télécommunication, donc ils ne faisaient pas de l'astro. Hein. Donc voilà à quoi ressemblait leur antenne, c'est une antenne de 6 mètres de diamètre. Et puis en étalonnant leur antenne, en fait, ils avaient un bruit de fond radio qui était
un bruit quoi, qui venait de toutes les directions. Ils n'ont pas trouvé de corrélation avec les saisons. Ils avaient aussi des pigeons qui avaient fait leur nid dans l'antenne, donc ils ont tout nettoyé, le signal restait. Donc il y a eu tout un tas d'investigations jusqu'au moment où ils se sont dit mais on a ce signal, qu'est-ce que c'est quoi? Et ils travaillaient à Princeton, donc ils sont allés voir les chercheurs qui faisaient de l'astrophysique, enfin de la cosmologie à l'étage du dessus, grosso modo. Et puis en fait ils ont mis en relation ce fond qui était dans cette antenne radio avec ce fameux fond diffus cosmologique qu'avait prédit en 1948 Georges Gamow. Et donc c'était le rayonnement fossile qui venait d'être découvert, donc c'était 48, 14 ans après la découverte, enfin la prédiction. Et ces gens-là ont eu le prix Nobel en 1978 pour cette découverte. Et donc, ça y est, c'était lancé, hein, on avait enfin vu ce rayonnement, ce fond diffus cosmologique, ce rayonnement, cette image la plus ancienne qu'on peut avoir de l'univers, là où la lumière a été émise. Et puis après, donc dans les années 70, donc les théoriciens prédisent qu'en plus de cette lumière très intense, il devait y avoir dessus des petites fluctuations de température, en fait. Donc ça, c'était une des prédictions dans les années 70, et donc il y a un satellite qui s'appelle COBE qui a été lancé en 1992 pour mesurer ce corps noir cosmologique et puis essayer de voir ces fluctuations. Et donc ça, c'est à droite, là c'est le spectre qui vous montre la mesure de ce corps noir cosmologique, qui est un corps noir, donc c'est un objet qui émet autant qu'il absorbe. Et qui est en équilibre avec le rayonnement, et donc ça donne une température d'environ 3 degrés Kelvin. D'accord ? Donc 1 degré Kelvin, c'est moins 273 degrés Celsius. Et il est aujourd'hui à 3 degrés Kelvin parce qu'il était à 1000 degrés Kelvin lorsque l'univers avait un décalage vers le rouge de 1000. Donc aujourd'hui, il est à 3 degrés Kelvin. Et puis plus l'univers va s'expandre, plus ce corps noir refroidit. Donc voilà, donc c'était la mesure parfaite de ce corps noir, donc encore une preuve éclatante de l'existence et surtout de la courbe en fait de ce corps noir. Et puis ils ont trouvé des fluctuations, et donc pour ça ils ont eu aussi le prix Nobel. Et donc au final, donc on a ce corps noir à 2,728 degrés Kelvin. Par rapport à ce corps noir, on a un dipôle. Le dipôle, c'est du fait qu'on est donc à la Terre, tourne autour du Soleil, puis tourne dans la Voie lactée, et puis on a un déplacement de tout ce système par rapport au corps noir. Et donc quand on s'en rapproche, c'est plus chaud, derrière on s'en éloigne, c'est plus froid. C'est l'effet Doppler en fait de l'ambulance. Quand elle passe, elle fait pimpon, là, elle passe proche de nous, c'est bien plus aigu, puis elle s'éloigne, c'est plus grave. C'est exactement le même effet, c'est juste qu'on se déplace par rapport à ce corps noir, et comme on se déplace, on a un dipôle. Alors ce dipôle, il est 1000 fois plus faible que le corps noir à 3 degrés Kelvin, et puis dessus, donc c'était ces fameuses fluctuations, qui elles sont encore beaucoup plus faibles, qui ont été vues par le satellite COBE. Donc ça, c'était la première mesure des fluctuations dans les années 90, première découverte, et avec Planck, voilà la carte qu'on a obtenue. Donc par rapport à celle d'avant, vous voyez la quantité de détails. Donc les grandes vallées, on les voit encore, mais on voit beaucoup plus de détails. Donc on va voir ensemble comment on est arrivé à cette carte. Donc Planck a permis d'obtenir la mesure ultime des fluctuations du fond diffus cosmologique. On ne pourra jamais faire mieux parce qu'on est limité par le bruit intrinsèque de la lumière qu'on soit sur nos détecteurs. Donc on ne peut pas faire mieux. C'est la mesure ultime. Donc c'est une photo de l'univers tel qu'il était il y a 380 000 ans après le Big Bang, donc il y a environ 13,8 milliards d'années. Alors, pour obtenir cette carte, donc ça vous le savez peut-être, mais on est obligé de regarder à des longueurs d'onde radio, parce que c'est un corps noir à 3 degrés Kelvin, donc très froid. Donc plus on va vers le froid, plus on va vers les ondes radio. Donc vous savez que la lumière, donc c'est le messager que l'on a de l'astrophysique. On ne peut pas aller dans l'espace faire des prélèvements, donc on reçoit des photons, la lumière, et à partir de ce qu'on reçoit, on élabore nos théories. Donc on observe dans tout le spectre électromagnétique, des rayons gamma, rayons X, qui sont des endroits où on va voir par exemple les trous noirs, et dans le domaine ultraviolet, visible, infrarouge, micro-ondes et ondes radio. Donc vous voyez que le domaine visible est très petit par rapport à ce qu'on fait, par rapport à toute la plage qu'on observe. Et on a besoin d'observer à toutes les longueurs d'onde pour avoir accès à tous les phénomènes, les différentes énergies dans l'univers. Donc ces domaines de longueur d'onde en fait sont reliés à des températures.
Quand on va regarder dans le domaine ultraviolet, on va voir un rayonnement qui est environ à 25 000 degrés. Quand on va être dans le visible, on va voir par exemple le soleil à 5500 degrés. Et puis après, on va passer dans l'infrarouge, où vous savez, par exemple, dans l'infrarouge proche, l'armée utilise l'infrarouge proche pour voir les corps humains, parce qu'on émet très bien à 37 degrés dans l'infrarouge proche. Et puis nous, donc pour aller voir ce qui se passe dans l'univers plus froid, donc on peut regarder en infrarouge lointain, là, autour du pic de 100 microns de longueur d'onde, où on voit le milieu interstellaire de notre galaxie. Et puis pour aller voir ce rayonnement cosmologique, on est obligé d'aller dans le domaine micro-ondes. Donc ce domaine micro-ondes, il y a quelques fenêtres qui sont accessibles depuis le sol, depuis la Terre. Par contre, c'est quelques fenêtres atmosphériques, parce que tout le reste est absorbé. Et donc, pour avoir la mesure ultime des fluctuations, on a lancé un satellite pour s'affranchir de la pollution par notre atmosphère. Donc, ce satellite, c'était Planck, et notamment donc, son instrument phare, qui est l'instrument HFI, qui veut dire High Frequency Instrument, donc l'instrument à haute fréquence. Il y avait un instrument à basse fréquence sur Planck, mais la plupart des résultats viennent de l'instrument HFI. Alors, c'est pas parce que j'ai travaillé sur HFI que je vous dis ça, c'est vrai. Alors, je voulais juste vous parler un peu du projet, parce que quand on fait un projet spatial comme ça, c'est vraiment le projet d'une vie. Donc, Planck a été initié en 1993. Il s'appelait Samba à l'époque, en réponse à un appel à projet CNES. Donc, vous savez que quand on fait du spatial, en fait, on passe par notre agence nationale, qui est le CNES, et puis après, le CNES se retourne à l'ESA, en fait, l'Agence spatiale européenne, et puis il y a des décisions sur des manips qui sont lancées ou pas en fonction des priorités scientifiques, etc. Donc en fin 93, donc, il y avait ce projet de faire un nouveau satellite pour aller mesurer les fluctuations du front diffus cosmologique, donc par ce monsieur Jean-Louis Puget. Et fin 93, il y a eu un appel à l'ESA où il y a eu deux projets soumis, donc Samba et Cobras. Donc Samba, c'est HFI aujourd'hui, pour l'instrument haute fréquence, et Cobras, c'est un instrument italien à low frequency, donc à basse fréquence. Et puis en 96, il y a eu la sélection finale à l'ESA, et Cobras et Samba ont fusionné pour faire Planck. Donc le tout a été lancé le 14 mai 2009 par une fusée Ariane 5. Et les premières cartes, on les a délivrées à l'ensemble de la communauté, quand même à vous d'ailleurs, si vous voulez les chercher, c'est disponible, en 2013. Et donc vous voyez que entre 93 et 2013, il s'est passé 20 ans, et c'est 20 ans d'une vie sur laquelle on bosse vraiment comme des fous sur un projet. Et, par exemple, les nouvelles manips spatiales, les gros satellites qui ont été lancés dans les années 2030, les études, mais sérieuses, hein, on ne dire pas les trois profils d'un côté, ont démarré il y a plus de 10 ans. Donc, les projets spatiaux, c'est vraiment des projets d'une vie. Même les gens qui commencent sur les projets spatiaux aujourd'hui, ils seront à la retraite quand leur satellite sera lancé. Donc c'est un peu dur et il faut être puissant. Alors Planck, c'était un peu un nouveau du genre aussi parce que c'était une collaboration, donc c'était quand même très français pour HFI, très italien pour notre instrument, mais c'était une collaboration internationale parce qu'on a dû aller chercher des bouts ailleurs, aux États-Unis notamment, les détecteurs et tout. Donc c'était un projet très international avec beaucoup de monde. Et donc ça, c'était les premiers papiers. Et franchement, en astrophysique, on n'avait pas l'habitude de travailler comme ça, de travailler dans des collaborations si grosses, où en fait, il fallait mettre. C'était tellement compliqué. Il y a tellement de sciences à faire avec Planck, parce que je ne parlais que du fond diffus cosmologique, mais il y a eu 300 papiers qui ont été faits sur Planck, sur tout un tas de sujets, et il fallait mettre en fait l'expertise de tout le monde ensemble. Et ça a été vraiment un défi de réussir à mettre cette expertise pour sortir ce qu'on a réussi à sortir, la fameuse carte que vous avez vue. La fameuse carte que vous avez vue, c'était très compliqué à obtenir. Alors cet instrument aussi, c'était très compliqué à construire. Hein. Donc généralement, dans le domaine optique, c'est pas très vrai, mais dans ce domaine-là, chaque instrument est un prototype à la pointe de la recherche de ce qu'on peut faire. On en fait un, il n'y en a pas deux, hein. C'est-à-dire que si la fusée explose, on n'a pas de backup, on n'a pas d'assurance, on n'a rien. Donc on a notre prototype qu'on essaye de faire fonctionner, et sur Planck c'était vraiment très compliqué parce que pour que ça fonctionne de façon nominale, il fallait que nos détecteurs soient refroidis à 0,1 degré Kelvin, donc 100 millikelvin.
Et pour arriver à ça dans l'espace, notamment, c'était vraiment très très compliqué. Et il y avait tout un système d'étages de refroidissement où on partait de la température du miroir à une température dans des machines, de machines de refroidissement. Donc on passait de 60K à 20K, à 4K, à 1,6K pour finir à 100 000K. Donc il y avait tous des étages de refroidissement avec vraiment une technique unique qu'on a dû mettre au point parce qu'à chaque fois c'est pas des choses qu'on a sur étagère, qu'on met ensemble et que ça fonctionne. Donc à chaque fois c'était de la recherche pour que ça fonctionne. Et en fait au sol, avant de le lancer, on a eu tout un tas de problèmes. Et c'est là que quand on se dit en l'air, il y aurait pu aussi avoir tout un tas de problèmes. Et ça a fonctionné de façon nominale et c'était vraiment incroyable. Et pour la petite histoire, donc, pour arriver à 100 000 K, on est obligé d'utiliser de l'hélium 3. Et avec Planck, on a utilisé 1 an de production d'hélium 3 sur Terre pour refroidir un chéquier. Ça coûtait très cher aussi. Alors le succès de Planck, c'est ça. Alors c'est pas très joli, mais c'est quand même magnifique. En fait, pourquoi ça a si bien fonctionné, c'est qu'on a réussi à avoir cette stabilité de température absolument redoutable, qui permet d'avoir une stabilité sur le détecteur incroyable et qui permet d'aller chercher après ce signal qui est très faible avec une précision comme on n'a jamais eu. Et donc, si vous voyez, donc on a eu 800 jours de mission pour HFI, et vous voyez la variation donc, des étages de température. Donc on peut se dire, celui en bas à droite, non, mais ça varie dans tous les sens, c'est pas très beau, mais en fait l'échelle, elle est très 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 dilatée. Donc on a vraiment une stabilité de température exceptionnelle, sauf au milieu, là, vous voyez une grosse discontinuité, qui est en fait le moment où on a changé de machine de refroidissement, parce qu'elles avaient une durée de vie de 2 ans, et donc on a décidé au milieu de la mission de changer de machine, et donc c'est ça qui est la discontinuité. Donc voilà, donc une très très grande précision qui fait qu'en fait avec Planck, on aurait été capable de mesurer depuis la Terre l'élévation de température induite sur la Lune par la présence d'un lapin. Vous mesurez la température de la Lune, vous mettez un lapin dessus, on aurait pu voir la différence de température créée par le lapin sur la Lune. Donc on est vraiment dans des sensibilités exceptionnelles. Alors on a construit ça pendant beaucoup d'années dans notre labo, on l'a étalonné et tout, et puis un jour il a fallu le lancer, donc on est tous allés à Kourou voir le lancement, donc c'était une Ariane 5, donc Planck était en plus avec un autre instrument, un autre télescope de l'Agence spatiale européenne qui est Herschel, un autre télescope infrarouge dont je pourrais bien vous parler d'ailleurs aussi. Et donc c'était en haut dans la coiffe, et puis pour un lancement, c'est ciao bye bye quoi, et puis on se reverra jamais. Donc on était vraiment un peu inquiets parce que c'est pas sans risque. Ça s'est super bien passé, lancement nominal. Et avec Planck, donc au moment où la coiffe est séparée des autres étages, en fait Planck c'est un satellite spiné qui tourne. Et donc au moment où il a été envoyé, enfin il est sorti de la coiffe, en fait il y a une petite rotation de la coiffe, un petit chip là, qui lui a donné un mouvement comme ça spiné. Et puis aujourd'hui, toujours d'ailleurs là-bas. Donc il a été envoyé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et il est toujours, il restera, et il est toujours en train de tourner. Donc voilà, donc ça c'est le satellite qui tourne. Donc en fait la façon dont on observe, donc ça tourne comme ça, donc ça fait des grands cercles sur la voûte céleste. On en fait 50 au même endroit. Alors pourquoi 50? C'est parce que pour réussir à mesurer ce qu'on voulait mesurer, il faut enlever aussi tous des effets systématiques qu'on peut avoir dans l'analyse. Et en faisant des choses où on fait 50 fois la même chose, on voit si on obtient 50 fois la même chose ou pas. Donc on observe comme ça, après on se déplace un petit peu, hop, on refait des scans, on se déplace un petit peu, on refait des scans, et en fait tous les 6 mois, on avait la couverture totale du ciel. Et puis ça, je n'ai pas réussi à vous montrer ça parce qu'on était quand même pris, donc ça date un peu maintenant, mais on a publié les derniers résultats en 2019, donc c'est pas si vieux. Mais donc le 14 janvier 2012, en fait, on n'avait plus d'hélium pour refroidir notre instrument, et donc voilà, c'était fini. Mais c'était fini super bien parce qu'en fait, on avait prévu au départ d'avoir 2 relevés du ciel et 14 mois d'observation. Et en fait, on a pu travailler avec le débit minimum d'hélium 3 par rapport à ce qui était prévu. En fait, dans l'espace, on ne sait jamais trop comment ça va se comporter. Donc, on avait plusieurs débits et on a pu mettre le minimum du minimum de ce qui était prévu. Et donc, on a pu comme ça observer 30 mois à la place de 14 mois. Ce qui a permis d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait prévu, notamment sur la polarisation. On va parler après.
Donc voilà, donc on a ces grands scans sur le ciel, et puis à partir de ces scans, en fait, on reprojette tout sur des cartes, comme on projette en bas, là j'ai montré le planisphère. Donc on a ces grands scans, donc ces grands scans ils font comme ça sur le ciel, et puis on fait tourner les ordinateurs en espérant pas trop s'en mêler les pinceaux, pour obtenir des cartes, qui sont des cartes en fréquence. D'accord? Donc on a plusieurs longueurs d'onde, ou plusieurs fréquences, c'est la même chose. Et puis on observe ces cartes, donc là je vous en montre 4, on a le plan qu'on en avait 9, des basses fréquences à 100 gigas jusqu'à 350. Alors ce qu'on voit, la première chose qu'on voit, si on regardait la carte à 353, c'est pas du tout le fond diffus cosmologique, d'accord? C'est les poussières de notre galaxie. Parce que le satellite est dans le système solaire, et dans la galaxie. Donc la première chose qu'il voit quand il regarde le cosmos, c'est notre galaxie. Alors ça c'est super pour quand on travaille sur la galaxie, parce que Planck a apporté énormément de mesures. Par contre, quand on travaille sur le fond diffus cosmologique, c'est compliqué, parce qu'il faut enlever ces avant-plans. Pour ceux qui travaillent sur le fond diffus cosmologique, tout ça c'est du bruit, on n'en veut pas. Quoi. Et donc on voit le fond diffus cosmologique sur la carte à 100 gigas, à haute latitude, c'est-à-dire en dehors du plan de la galaxie, là qui est très rouge, on voit les fluctuations. Mais bon, il a fallu enlever tout ce qui nous gênait, et ça c'est un travail en soi, parce qu'en fait des composants, donc il y a le fond diffus cosmologique en haut, et puis des composants devant, entre lui et nous, et là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a toutes celles de notre galaxie, là, qui sont les 4 sur la gauche, et puis il y a aussi des galaxies lointaines, il y a aussi des amas de galaxies, et donc il y a tout un tas comme ça de couches à enlever avant d'obtenir cette carte du fond diffus cosmologique. Alors évidemment, c'est une méchante sorcière qui a tout mélangé. Et donc toutes ces composantes, en fait, elles se mélangent et nous, on reçoit des cartes en fréquence. Et à partir des cartes en fréquence et de notre connaissance que l'on a sur les composantes, eh ben, on fait un petit peu Merlin l'Enchanteur pour récupérer cette carte du fond diffus cosmologique, qui est celle-là. Donc ça, c'est une comparaison en fait de Planck à droite avec le premier satellite qui avait été lancé en 90, là, Kobe, et puis un satellite américain en 2003, WMA. Donc voilà, donc c'était vraiment un beau projet qui nous a pris beaucoup de temps de notre vie. On était tous à fond parce que c'était un succès incroyable et vraiment des résultats à la hauteur des rêves les plus fous. Mais c'est vrai qu'on a vraiment, c'était hallucinant. Pour la petite histoire aussi, on a quand même eu assez chaud parce que donc, quand on lance un satellite, on voit que ça part, et puis alors Planck, il fallait que ça refroidisse, donc hop, il refroidit pendant 3 mois jusqu'à temps qu'il arrive à son point nominal, là où il devait être. Et puis, donc pendant qu'il refroidit, on ne sait pas trop où ça en est, donc on voit que ça refroidit, puis petit à petit on a vu le dipôle dans nos données, puis on a vu le fond diffus cosmologique, on était tout contents. Et donc on avait le feu vert de l'ESA, de l'Agence spatiale, pour démarrer un relevé complet du ciel. Donc c'était parti. Quoi. Et la nuit même, on était en opération, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que pendant 3 heures par jour, on pouvait voir directement les données du satellite, parce qu'il était en communication avec une antenne en Australie. Donc pour nous, c'était la nuit, donc on était en communication directe avec le satellite. Et là, pouf, plus rien. Alors qu'on avait le feu vert pour démarrer le relevé le lendemain. Alors la réunion crise, panique à bord et tout. Et les gens ont vraiment été impressionnants, les gens de l'ESA et mon labo et tout, parce qu'en fait, au bout de 12 heures de discussion, de brainstorming et tout, en fait, ils ont compris que c'était un rayon cosmique qui avait tapé un petit composant, en fait, dans le satellite. Et ce composant s'était mis en mode danger, danger, je m'arrête. Et en fait, ils ont juste fait on-off, et pouf, tout est reparti. Et après, on a eu 30 mois sans problème et tout. Mais bon, on a ramené pas large, et puis ça aurait pu s'arrêter là. Tout ça pour dire que c'est quand même des missions très compliquées et que ça marche, mais ça tient à un fil aussi que ça marche. Bon, c'est aussi beaucoup de travail, donc on s'attend à ce que ça marche, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça peut aussi se mettre à faire. Alors, avec tout ça, donc on en vient à l'abstract, que j'ai envoyé résumé. Donc on teste les modèles d'évolution et l'origine des structures cosmiques. Alors pourquoi ça J'aurais dû prendre un pointeur. Donc, le fond diffus cosmologique, il a été émis au moment où les photons ont pu voyager dans l'espace. Donc c'était 380 000 ans après le Big Bang. C'est ce qu'on appelle la recombinaison. Recombinaison parce que les électrons et les protons, super, merci. Les électrons et les protons se sont combinés. Donc
Donc la recombinaison ici, donc, les électrons et les protons se combinent pour former les atomes neutres, et donc c'est à ce moment-là que l'on voit le fond diffus cosmologique. Mais en fait, ces photons que l'on voit ici, ils viennent de toute l'histoire d'avant. Donc ils ont cette histoire qui est imprégnée dans leur gène, et notamment ils ont été créés au moment de la nucléosynthèse, et les fluctuations que l'on voit découlent de cette époque qui en fait, arrive à 10-35 secondes après le Big Bang. Donc à partir de ce qu'on voit là, on essaie de remonter toute cette histoire jusqu'au plus près du Big Bang. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à remonter au-delà de 10-38 secondes. Et notamment, il y a cette période qu'on appelle la période d'inflation. Je ne retrouve pas le bouton. En haut. Ah, pardon. Cette période d'inflation, donc, qui s'est passée entre 10-36 et 10-32 secondes après le Big Bang, qui est en fait quelque chose de complètement ad hoc, qui a été mis dans les modèles dans les années 80, parce que dans la théorie du Big Bang, il y avait 3 problèmes graves qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et pour résoudre ces problèmes, en fait, la seule façon d'y arriver, enfin l'une des façons d'y arriver, c'était d'avoir une expansion exponentielle de l'univers. C'est-à-dire qu'au tout début ici, l'univers, il a cru en volume d'un facteur 10 puissance 78 en rien, quasiment rien comme temps. Et cette inflation, en fait, elle est indispensable parce que c'est à partir de cette inflation, donc des fluctuations quantiques de l'énergie du vide, qu'on produit les petites germes des structures qu'on observe aujourd'hui. Ça produit en fait des fluctuations de densité de matière qui sont à l'origine de toutes les structures qu'on voit dans l'univers aujourd'hui. Et donc cette inflation, c'est quelque chose que l'on voudrait contraindre et mesurer. Et donc c'est à partir de ces photons du fond diffus cosmologique qu'on essaye de remonter sur toute cette période. Alors, comment on fait ça? Déjà, si on regarde cette carte, en fait, quand on a ces grosses pages bleues, là, quand c'est bleu, c'est froid, c'est surdense. Quand c'est rouge, c'est chaud, c'est sous-dense. Pourquoi ça? Donc, vous connaissez probablement qu'on est dans l'espace-temps, d'accord? Donc, quand on a une masse, ça va déformer cet espace-temps. C'est un peu comme si vous aviez une nappe en carreau, vous l'attendez, vous mettez une petite bille au milieu, cette nappe se déforme. Eh bien, c'est pareil avec les objets astrophysiques. Donc, tous les objets dans l'univers déforment l'espace-temps, la Terre aussi. C'est des déformations très très faibles. Et donc, quand on a une surdensité, ça veut dire qu'on va avoir un puits potentiel de matière noire, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de matière. Donc, vous imaginez vraiment un puits potentiel dans lequel les photons descendent le long du puits. Quand ils descendent dans ce puits, en fait, ils vont gagner de l'énergie, et quand ils vont ressortir, ils vont en perdre. Et comme ils vont perdre de l'énergie en sortant, eh bien, c'est pour ça que ça va être plus froid. Donc, quand c'est surdense, ça va être froid, ça va être bleu. Quand c'est sous-dense, c'est chaud, c'est rouge. En fait, la physique du fond diffus cosmologique est très facile. Quand on regarde à plus petite échelle, donc on a cette matière qui tombe dans ce puits potentiel, là, qui est ici représenté en noir. Et puis, donc, cette matière tombe au centre. Et comme il y a de la matière ordinaire, on dirait, donc cette matière tombe, et puis, arrivé au centre du puits potentiel, en fait, il va y avoir de la pression de rayonnement, ça va chauffer. D'accord? Parce qu'on va condenser, on va rendre la densité plus grande, donc ça va chauffer. Puisque ça va chauffer, ça va pouvoir s'extendre. D'accord? Donc on a la matière qui tombe, et puis après on a une compétition entre la matière qui ne veut plus tomber, mais qui veut rebondir et repartir. Et donc on a, au moment de l'univers primordial, en fait, on va avoir ces nuages de gaz ionisé, parce que tout est soupe de particules, et ils ont différentes tailles, qui suivent une distribution donnée, et en fonction de leur taille, ils vont passer soit par une dilatation maximale, soit par une contraction maximale, et puis on va avoir toutes les échelles au milieu. Et donc on va avoir des phases contractées qui vont être plus denses et plus chaudes, et des phases dilatées qui vont être moins denses et moins chaudes. Et en fait, on va avoir ces nuages qui vont osciller. Ils vont s'expandre, après ils vont suffisamment froid, la matière va retomber, ils vont se recomprimer, puis ils vont s'expandre, et puis ils vont faire ça plus ou moins de fois avant le découplage, avant le fond diffus cosmologique, suivant leur taille. Vous m'arrêtez si je ne suis pas claire. Et donc, en fonction du temps, on a ces nuages qui oscillent comme ça, et puis paf, au moment du découplage, au moment de l'émission, de la libération des photons, cette image-là est figée.
Et c'est cette image-là que l'on a du fond diffus cosmologique. Avant, on n'a pas accès à la lumière, et après, tout ça, ça va évoluer, et on va voir aujourd'hui toute l'évolution de ces structures. Mais le fond diffus cosmologique, c'est l'image de ces oscillations, on appelle les oscillations acoustiques, de ces oscillations au moment du découpage. Hop, image figée. Une photographie. Et donc, on va regarder, alors, pour regarder ces fluctuations, en fait, on va regarder ce qu'on appelle un spectre de puissance. Alors, en fait, on a ces cartes de fluctuation, donc on voit à l'œil qu'il y a quand même, surtout dans la carte Planck, on voit à l'œil qu'il y a des structures régulières, il y a vraiment une puissance qui est à une échelle donnée, une puissance la plus forte, donc je vous la montrerai. Mais la puissance, il y en a à toutes les échelles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la puissance du signal aux différentes échelles, des plus grandes aux plus petites. Et comment on va faire pour regarder cette puissance? En fait, on va prendre le signal et on va regarder la corrélation du signal avec lui-même espacée par un angle donné sur le ciel. Donc, on va, ici par exemple, c'est une représentation à une dimension. Donc, on prend le signal, imaginons ici une fonction porte, on prend le signal avec lui-même, on roule le signal, et puis on va faire la corrélation entre les deux en changeant la distance à laquelle on regarde la corrélation. Donc évidemment, si on est à cette distance-là, là, 0, 0, eh bien on a un maximum, et puis plus on va éloigner la porte rouge de la porte bleue, plus le signal va décroître jusqu'à devenir nul quand la rouge, imaginez, quand elle est là, la cross-corrélation du rouge là avec du bleu là, c'est 0. Et donc, pour le fond diffus cosmologique, en fait, on va mesurer ce spectre de puissance, parce que c'est ça qu'on sait modéliser parfaitement bien. Donc, on va mesurer sur l'ensemble du ciel la puissance de toutes les paires de points qui sont espacées d'une distance donnée. Donc, on va faire cette corrélation à 2 dimensions. D'accord ? Alors, on a énormément de points sur le ciel, des millions et des millions, donc pour faire ces corrélations, en fait, on a dû faire des algorithmes puissants qui travaillaient très rapidement pour faire ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, en fait, ce qu'on fait, donc c'est ce spectre de puissance-là, donc c'est ça qu'on mesure, c'est à partir de ça qu'on va voir les paramètres cosmologiques. Alors, on peut aller plus loin que ce spectre de puissance, mais les propriétés du fond diffus cosmologique font que toute l'information est dans ce spectre de puissance. Donc, en ayant ce spectre de puissance, on peut dérouler toute la cosmologie derrière. Et en fait, ce spectre de puissance-là, on a un maximum ici, qui a une échelle d'1 degré sur le ciel, qui est l'échelle qu'on voit sur la carte à l'œil, donc maximum de puissance ici, et puis les pics pairs, donc les pics impairs, pardon, le 1, le 3, le 5, ce sont des pics de compression des nuages, et les pics pairs, 2, 4, c'est les pics de dilatation. Okay, donc c'est ça qu'on appelle ces oscillations acoustiques. On a les oscillations dans le spectre de puissance. Alors ça, c'est ce qui a été mesuré en 2003. Donc en 2003, on avait le plateau ici, puis on avait le premier pic, alors on voyait les barres d'erreur, puis on n'avait pas la suite. Et ça, c'est ce qu'on a mesuré avec Planck. Donc une mesure vraiment incroyable, 7 pics, donc on ne peut pas aller plus loin ici. Et puis, alors vous allez me dire, mais là, c'est pas terrible à ce niveau-là, là. Vous me dites que c'est la mesure ultime, mais là, on a des grandes barres d'erreur. Alors ça vient du fait que, quand on va calculer les paires sur le ciel, quand on est à petite échelle, on a des millions de paires. Donc on a une très bonne mesure, parce qu'on a beaucoup de statistiques. Quand on va être sur des échelles très grandes, donc ici, côté gauche de la courbe, des points sur le ciel, des paires de points, on n'en a plus beaucoup. Hein, parce que pour avoir les échelles les plus grandes, la carte elle est scalée, quoi. Et donc on a un bruit qu'on appelle la variance cosmique, ici. Et en fait, on ne peut pas faire mieux parce qu'on n'a qu'un seul univers pour mesurer ça. Donc on ne pourra jamais faire mieux. Ça, c'est un bruit statistique qui vient du fait qu'on n'a qu'un seul univers. Donc ce bruit est très grand ici. Et puis plus on arrive à mesurer statistiquement les paires de points, parce que plus elles sont proches, donc plus on en a sur le ciel, ben, moins il y a d'erreurs en fait, et plus on arrive à mesurer. Donc le modèle dans lequel on est aujourd'hui, c'est le modèle du Big Bang Show, lambda CDM. Alors, lambda pour constante cosmologique ou énergie noire, et CDM pour cold dark matter, c'est-à-dire la matière noire froide. Alors, le modèle standard aujourd'hui, il est basé sur ce Big Bang Show. Cette théorie de l'inflation,
Le fait qu'on a 5% de matière ordinaire, c'est la matière proton, atome, qui fait les tables, etc. On a 25% de matière noire froide, 70% d'énergie noire, et on a une courbure spatiale nulle. Ça veut dire que ça veut pas dire que l'univers est plat, hein, ça veut dire que les photons se déplacent en ligne droite. Et puis, la matière, ici, toute cette matière ordinaire, en fait, elle est décrite par le modèle standard de la physique des particules, qui est un autre modèle standard, mais qui, lui, est aussi basé sur la relativité générale. Quand on met tout ça ensemble, en fait, on arrive aujourd'hui à reproduire toutes les observations cosmologiques. On n'arrive pas à casser ce modèle, d'accord ? Pourtant, il est basé sur des choses qu'on ne comprend pas, comme l'énergie noire, qui a été découverte en 1998, et qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que l'univers s'expand depuis le Big Bang, et puis il y a environ 5 milliards d'années, il s'est mis à accélérer. L'expansion s'accélère. Et on ne sait pas du tout pourquoi. Donc on a appelé ça l'énergie noire, alors ça marche très bien. C'est aussi une constante cosmologique dans les équations d'Einstein, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est une énergie invisible qui exerce une action répulsive, hein, pour que ça accélère l'expansion, c'est-à-dire tout devient répulsif, partout dans l'univers, et elle la remplit de façon homogène. Et comme je vous montrais avant, c'est 70% dynamiquement de la masse de l'univers, donc c'est le composant majoritaire, on ne sait pas ce que c'est. L'autre composant qui est aussi majoritaire, c'est 25%, dont on ne sait pas ce que c'est la matière noire. Donc tout ce qu'on ne sait pas, vous avez vu, on appelle ça noir. Donc matière noire, donc elle, par contre, c'est quelque chose qui est connu depuis bien plus longtemps, depuis 1933. On observe cette matière noire, notamment dans le cadre de la théorie de la relativité générale, partout, avec des puits potentiels de la matière noire qui vont dévier les courbes des photons, etc. Les masses ne sont pas celles qu'on mesure et tout, donc il n'y a pas photo, c'est là. Cette matière, elle n'est pas sensible à la force électromagnétique, donc elle n'absorbe pas, elle ne reflète pas, ou elle n'émet pas de lumière, ce qui la rend très très difficile à détecter. Donc pareil, il y a tout un tas d'expériences qui cherchent à trouver ce qu'est cette matière noire, mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Alors, on a tous ces ingrédients, et puis en fait, ce qui se passe, c'est quand on mesure ce spectre de puissance, les différents ingrédients du modèle vont changer ce spectre de puissance. Donc quand on mesure de façon très très précise, on va pouvoir, avec les mesures, en quelque sorte inverser la courbe pour obtenir les paramètres cosmologiques. Donc ça vous montre par exemple comment le spectre se déplace avec la courbure de l'espace. Donc on voit que ça déplace essentiellement le premier pic. Et c'est pour ça que dès la mesure en 2003 qui avait été faite avec le premier pic, on savait que grosso modo l'univers était plat, parce qu'on avait mesuré la position du premier pic. Ça, c'est comment ça varie en fonction de l'énergie noire. Ça, c'est comment ça varie en fonction des baryons, donc la matière ordinaire. Vous voyez qu'en fonction de plus on a de baryons, plus on va faire un contraste entre le premier trou là, et le premier pic. Et puis ça, c'est en fonction de la matière noire. Donc, on a comme ça des variations du spectre en fonction des paramètres. Et donc, quand on mesure ce spectre avec des barres d'erreur qui sont extrêmement petites, on arrive à remonter de façon très précise aux paramètres cosmologiques. Alors voilà, les paramètres cosmologiques, donc il y en a tout plein, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dérivés des autres. Mais en fait, si on se place dans le cadre du modèle lambda CDM, on n'a que 6 paramètres. Avec 6 paramètres, on décrit aujourd'hui l'histoire de l'univers. Donc ces paramètres, on ne va peut-être pas les passer en revue. Juste pour vous montrer, donc il y a par exemple la quantité d'atomes, la quantité de matière noire, etc. Et donc ça, c'est les mesures qu'on a fait avec Planck. Vous voyez ici, par exemple, sur cette distance au moment du découplage, là, on peut parcourir le son, vous voyez la barre d'erreur 0,00068. Donc on a mesuré ces paramètres cosmologiques avec une précision redoutable. Et on peut en déduire de ces paramètres d'autres paramètres dérivés, comme des paramètres connus comme la constante de Hubble, qui donne le taux d'expansion de l'univers, la quantité d'énergie noire et la quantité de matière noire. Donc on a pu faire ça très très précisément. On a pu montrer notamment que l'univers était un peu plus lourd que prévu. C'est un peu anecdotique, mais la quantité de matière a été augmentée de 10% par rapport aux estimations précédentes. Quelque chose qui fait beaucoup plus débat, c'est qu'on a montré que l'univers était plus vieux aussi que ce qui avait été fait avant. Et ça, on mesure ça par la constante de Hubble, donc qui mesure
mesure ce rythme d'expansion. Donc on trouvait dès le début ici une mesure avec Planck qui était déjà meilleure que les autres mesures, et puis surtout décalée ici vers la gauche. Et donc une mesure comme quoi l'univers s'étend moins vite, puisque cette constante est plus petite. Et donc s'il s'étend moins vite, c'est qu'il est plus vieux. Donc ça, c'était les premières mesures, et en fait là, en 2019, on a récidivé, c'est-à-dire que c'est encore pire, c'est-à-dire que maintenant, l'écart en fait de la mesure de Planck et d'autres mesures qui regardent l'univers primordial avec les fluctuations du fond cosmologique sont complètement en désaccord avec les mesures qui ont des mesures d'expansion, du taux d'expansion de l'univers dans l'univers proche. D'accord ? Je n'ai pas été très claire. En fait, on a deux façons de mesurer cette constante de Hubble. Soit on utilise l'univers primordial, comme par exemple le fond diffus cosmologique, et alors on a des valeurs qui sont petites. Soit on utilise des choses plus proches, comme les pulsations des CPI et tout, et là, donc on appelle ça des mesures late, parce que c'est l'univers vieux, et là, on a des mesures qui sont bien plus grandes. Et on a incompatibilité des mesures. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne sait toujours pas d'où ça vient. C'est une tension qui n'est toujours pas comprise. Donc soit, évidemment, les gens qui travaillent sur l'univers lointain disent que c'est eux qui ont tort, et eux disent que c'est eux qui ont tort. Mais toujours est-il qu'il y a plein d'hypothèses, hein, notamment dans l'univers local. Ce qui est très difficile aussi, c'est que plus l'univers se structure, plus il va être homogène autour de nous. Donc une partie de ces problèmes pourrait être expliquée par le fait qu'on est, nous, la Voie lactée, dans une sous-densité de l'univers. Ce qui peut arriver. Donc c'est en train d'être... il y a beaucoup d'animation scientifique autour de ça, mais ça pourrait être aussi un grain de sable dans le modèle standard. Hein. Peut-être que ça pointera, je ne sais pas, dans 20 ans, ça pointera vers un nouveau modèle qui fait que ce qui a été fait sur le lambda CDM ne fonctionne pas. Une autre mesure de Planck qui est vraiment remarquable, c'est que c'est ce qu'on appelle la NS, qui est, en fait, ça donne l'amplitude des fluctuations primordiales de densité en fonction de l'échelle. C'est-à-dire que ça nous donne la distribution, en fonction des échelles, des fluctuations de densité qui vont donner les structures après. Une prédiction de l'inflation, c'est que ça devait être proche de 1, mais pas 1. Et en fait, Planck mesure 0,959 plus ou moins 0,17. Donc on exclut complètement le fait que NS vaille 1, comme prédit par inflation, mais c'est très proche de 1. Et donc ça, c'était très joli aussi, parce que c'est vraiment une prédiction de l'inflation qui a été faite dans les années 80, qu'on a mesurée aujourd'hui avec une précision très très bonne. Et c'est assez rigolo, quelque part, parce que l'inflation, c'est un peu une théorie ad hoc. C'est-à-dire, il y a des problèmes dans le Big Bang, on va faire une inflation, comme ça on n'en a plus. Et ça a fait quelques prédictions, et aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas à casser cette inflation. Les prédictions de l'inflation, on les mesure toutes, sauf une dont je vais revenir à la fin. Voilà, donc au final, en fait, donc on a fait cette mesure, vous l'avez compris, c'était la mesure la plus précise. Tout ça pour 6 paramètres cosmologiques qui font ce spectre, avec évidemment un accord parfait entre les mesures et ce qu'on prédit par ce modèle lambda CDM. Alors évidemment, on s'est pas arrêté là, on a cherché tout un tas de choses au-delà du modèle standard, la non-gaussianité dans le cas, c'est-à-dire des distributions bizarres des fluctuations, des extensions à la courbure, est-ce qu'il est vraiment plat cet univers ou pas, des extensions au modèle de neutrinos, etc. Mais en fait, toutes les boîtes qu'on a pu ouvrir, il n'y a eu aucune évidence pour un lambda CDM un peu augmenté ou changé. Donc on est dans le modèle le plus simple qu'on a pu imaginer, et malgré les mesures de plus en plus précises, on est toujours dans ce modèle-là. Alors, je vais finir avec ces fluctuations polarisées, donc là ça va être peut-être un petit peu plus ardu, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas. En fait, ce qui se passe, donc avant là, je vous ai montré des fluctuations de température. Température, c'est l'intensité en fait qu'on mesure du signal. Et le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Jean-Loup Puget, il a eu quand même une idée géniale au moment où le Planck était construit aussi, c'est qu'on s'attend à ce que le fond diffus cosmologique soit polarisé. Alors à l'époque, en 93, c'était quand même assez ambitieux parce que déjà on n'avait pas bien mesuré les fluctuations non polarisées. Les fluctuations polarisées sont beaucoup plus faibles. Et donc se dire on va mettre de la polarisation sur une manip qui n'est pas faite pour ça, c'est un peu ambitieux. En fait, vous allez voir, c'était complètement fou, mais ça a marché. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du développement de Planck, donc devant les détecteurs, on a mis des petites grilles de polarisation. Les petites grilles, ça veut dire qu'on sélectionne la direction de propagation des photons.
Alors, comment ça marche? Donc, quand on a une onde électromagnétique, en fait, c'est une vibration du champ électrique et du champ magnétique. Et donc là, le photon, par exemple, se déplace dans cette direction, avec la vibration du champ électrique comme ça. Et donc ça nous donne une direction de polarisation qui va être comme ça. Parce que le champ électrique vibre dans ce sens-là. À l'inverse, toujours pour le même photon et la même direction de propagation, on peut avoir le champ électrique qui va vibrer comme ça, cette fois dans le sens horizontal. Et donc, ce qu'on mesure avec la polarisation, c'est la direction de propagation. Et dans le fond diffus cosmologique, on s'attend à avoir de la polarisation au début, et on parle de polarisation E et B. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des motifs de polarisation qu'on attend qui sont les mêmes, qui ont les mêmes symétries que le champ électrique ou que le champ magnétique. Donc en fait, on regarde ces modes de polarisation. Donc les modes E sont comme ça, sont circulaires et symétriques en circulaire. Par contre, les modes B sont comme ça, ils sont curve en anglais, je trouve que le mot en français, mais ils ne sont pas symétriques quand on les regarde dans une glace. Et là, je vous montre la carte de polarisation qui est obtenue avec Planck, grâce à l'ajout de cette petite grille devant les détecteurs, vraiment au milieu du développement, quoi. Et donc ce qu'on voit, c'est l'image colorée ici donne les fluctuations de température qu'on avait tout à l'heure, mais listées à grande échelle, à la même échelle que la polarisation. Et donc les traits ici vous donnent la direction de polarisation de ces photons du fond diffus cosmologique avec la largeur des traits, la longueur des traits, pardon, donne l'amplitude. On voit que des fois ça suit très très bien en fait le signal en intensité. Et ça, c'est très fort parce qu'en fait, on n'a pas seulement le spectre de puissance en température, mais on a aussi le spectre de puissance en polarisation. Et donc, ça nous donne encore plus de mesures pour faire encore mieux. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est ce spectre-là, que je vous ai montré plein de fois. Et puis, cette carte, elle est pas belle. Et puis, la corrélation entre la température et les modes E, et les modes E tout seuls. Donc là, on a la mesure des modes E. Planck n'est pas la mesure ultime de la polarisation. Ce n'est pas un satellite fait pour ça. On a vraiment rajouté ça au milieu du guet, ce n'était pas fait pour ça. Donc on n'a pas fait le design du télescope et du relevé du ciel de façon à ne plus avoir de systématique dans la polarisation. Donc il restait des effets systématiques. Donc on voit ici, il y a des barres d'erreur, puis à grande échelle aussi, il y a des barres d'erreur. Donc on a pu mesurer ça très très bien. Donc à la place des pics de la température, les 7 pics qu'on avait tout à l'heure, en fait on a 19 pics pour mesurer, toujours nos 6 paramètres, et puis ça marche toujours aussi bien. Toujours avec 6 paramètres, on arrive à faire tout le modèle. Par contre, donc ça c'est un diagramme qui vous montre un paramètre cosmologique en fonction d'un autre ici, et puis on voit les différentes bananes, comme on dit, qui donnent en fait des régions où vont se situer ces paramètres, et puis quand on va mettre tout ensemble, la température, les modes E, et puis aussi le lancing dont je ne vous ai pas parlé, en fait on contraint de mieux en mieux l'ensemble des paramètres. Et c'est pour ça qu'avec Planck on arrivait à une précision redoutable, c'est parce qu'on avait aussi la polarisation. Alors ça c'est pour les modes E. Donc la température est là, la corrélation entre T et E est là, les modes E sont là, et puis ce qu'on cherche en fait c'est les modes B. Alors le problème des modes B, c'est, vous voyez déjà là, plus de 3 ordres de grandeur, entre là et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, et puis pour les modes B, ils sont là, mais comme on ne sait pas trop où ils sont, ils peuvent être beaucoup plus bas. Donc pour mesurer ça avec une précision redoutable, ça va, mais pour commencer à mesurer ça, vous voyez qu'il faut quand même encore plus performant sur les instruments qu'on construit. Donc ça, c'est le truc que tout le monde cherche, c'est le dernier pilier, je dirais, du fond diffus cosmologique, c'est d'aller trouver les modes B, les preuves de l'inflation. Parce qu'en fait, ces modes B, proviennent de l'inflation, parce qu'au moment de l'inflation, en fait, il y a eu une production d'ondes gravitationnelles qui ont laissé leur empreinte dans les modes B des photons du fond diffus cosmologique. Et donc les modes B, c'est la preuve ultime de l'inflation, et surtout ça nous permettrait de mesurer, de contraindre le modèle, parce que le modèle d'inflation aujourd'hui se promène un peu partout. Alors en 2014, ça remonte un peu, mais c'était tellement rigolo, donc en 2014, le monde scientifique est en émoi, parce qu'en fait il y a eu une collaboration au sol, qui cherche le mode B, qui a annoncé à grands coups de presse, mais vraiment de mise en scène, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher le pape de l'inflation en lui annonçant qu'ils avaient découvert les modes B. Et donc ça a vraiment eu un grand retentissement. Il
y compris se même passé au JT et tout. Enfin, bon, les modes B étaient trouvés et tout, ils étaient là. Et donc ça c'était le 17 mars. Et puis nous, comme je vous disais, avec Planck, on avait la polarisation. Et donc on savait très bien qu'on ne pouvait pas trouver la polarisation des modes B. Et donc on avait une réunion à Paris et on a passé 2 jours sur notre réunion en fait, à travailler dessus et puis à montrer qu'en fait les modes B qui étaient vus ici, c'était les modes B de la poussière du milieu interstellaire de notre galaxie. Donc ce qu'ils avaient pris pour les modes B, c'est juste de la contamination par la poussière de notre galaxie. Et on a pu faire ça avec Planck, parce que contrairement au sol aussi, où ils sont dans des fenêtres atmosphériques où ils ont très peu de longueur d'onde, avec Planck on a beaucoup plus de longueur d'onde. Et je vais vous montrer ici une carte de la polarisation de la poussière de notre galaxie. Si vous voulez, vous pourrez venir voir sur mon écran parce qu'elle est quand même 100 fois plus jolie. En fait, on voit tous les courants ici liés à la matière du milieu interstellaire de notre galaxie. Donc ces modes B, ceux qui ont été découverts en 2014, sont en fait les modes B de notre galaxie, qui renseignent, qui donnent énormément d'informations sur la nature de la poussière dans notre galaxie, mais pas du tout sur l'inflation. Alors, donc, ce signal est super important, c'est vraiment la suite du fond diffus cosmologique, parce que c'est la preuve ultime de l'existence de la préparation. Donc, comme je vous ai montré, Planck a mesuré précisément les modes E, mais on a pu mettre qu'une limite supérieure sur les modes B. Ils sont tellement bas qu'on a mis une limite supérieure, en disant qu'ils ne peuvent pas être plus hauts que tant, et on a quand même pu exclure quelques modèles d'inflation, et surtout rentrer dans l'histoire en montrant que ce qu'ils avaient vu les autres, c'était les modes B de la galaxie. Donc aujourd'hui, tout le monde traque ces modes B, donc il y a tout un tas d'expériences, des milliards peut-être, qui sont mis dans cette science qui est d'aller chercher les modes B pour le fond diffus cosmologique. Alors Planck, au final, donc en résumé, je vous ai montré qu'on faisait un tour sur le ciel par minute, qu'on répétait 50 fois au même endroit. On avait 200 mesures du ciel par seconde et par détecteur en continu pendant 30 mois, ce qui a fait 1000 milliards d'échantillons et quelques milliards de paquets de télémétrie à descendre. Quand on regarde les données brutes d'un détecteur, c'était 50 gigas. Alors aujourd'hui, c'est plus rien avec des manips comme ASCA et tout, une sorte de pandéroxine, mais à l'époque, c'était beaucoup. Et puis on avait pas mal de détecteurs et puis évidemment 10 000 versions de réduction de données différentes, donc ça faisait beaucoup de données. Et en fait, quand on faisait une release à la collaboration, c'est-à-dire qu'on donnait des cartes à la collaboration pour faire la science, c'était 1 mois de processing et on donnait 2200 cartes. Une carte du ciel, c'est 50 millions de pixels, donc on avait 9 fréquences. Et puis à la fin, en fait, on fait un spectre de puissance du CMB, donc c'est 1000 valeurs, tout ça pour 6 paramètres. Vous voyez qu'on a un facteur de compression qui est quand même assez impressionnant, et une éclatante confirmation du modèle standard. Donc ce modèle standard, je vous le rappelle, c'est celui-là. Donc Big Bang Show avec l'inflation de la matière ordinaire, de la matière noire froide, de l'énergie noire, une courbure spatiale nulle, je ne veux pas dire qu'une est plate. Donc c'est un parfait succès, mais on ne sait toujours pas quelle est l'énergie noire, quelle est la matière noire, le problème de la constante de Hubble et les modes B. Donc on a encore du travail, et notamment sur la théorie. Donc juste un petit mot pour finir, c'est qu'une théorie scientifique doit, pour être acceptable, avoir suivi des vérifications répétées de ses prévisions. Le modèle lambda CDM, c'est une théorie ou pas, c'est la théorie finale, on ne sait pas. En tout cas, aujourd'hui, on a fait toutes les vérifications qu'on pouvait, et on n'arrive pas à casser ce modèle. Et la question qu'on peut se poser, on aura la réponse peut-être plus tard, est-ce que c'est seulement la plus simple des approximations acceptables qui, à un moment, avec une observable, comme par exemple le mode B, va faire tomber le modèle ou pas, on ne sait pas. Voilà. Merci. Eh bien, merci Hélène. Je pense qu'on a appris pas mal sur le fond diffus, et dire qu'on ne connaît que 5%. Le reste, on ne sait pas ce que c'est finalement. Matière noire, énergie noire. En contenu énergétique, oui. Donc, pour les questions, je suis à votre disposition. Qui veut commencer ? Qu'est-ce qui est devenu le satellite Planck? Il tourne Ouais, il est à 1,5 million de kilomètres, donc c'est un point d'équilibre entre la Terre, la Lune et le Soleil. En fait, il a le point bleu, la branche bleue, et il est là, il oscille autour, et les instruments sont arrêtés. Voilà. On n'ira jamais le rechercher. Il sert plus à rien. Non. Il n'a plus de quoi être refroidi, donc les détecteurs sont aveuglés, en fait, ça fait du bruit. Ouais, non, mais je n'ai pas besoin de micro.
Oui, actuellement, donc, est-ce qu'on a un peu plus de précision sur les différences sur la matière noire, les particules qui la composent? Moi, je ne travaille pas là-dessus, mais pour l'instant, non. En fait, le fait, c'est qu'elle est froide, donc ça donne une certaine propriété de sa distribution. Elle n'est pas chaude, mais à part ça, ils cherchent des particules très massives, en fait, sur la matière noire. Pour l'instant, ils ne trouvent rien. Ils n'arrivent pas à trouver un signal de matière noire. Elle n'interagit pas, donc ils ont essayé de mettre des quantités énormes de détecteurs au plus profond de la Terre possible pour essayer que ça traverse un moment, mais pour l'instant, ils ne détectent pas. Donc ils mettent des limites sur la masse, l'énergie, mais pour l'instant, ces limites, ça se resserre, mais ils ne savent pas du tout. Enfin, il y a plusieurs hypothèses de nouvelles particules. Après, il y a d'autres théories. Hein. Il y a aussi la théorie de la modification de la gravité à grande échelle, où on n'aurait pas besoin de la matière noire. Ça va, tu as eu ta réponse? Qui veut intervenir? Ouais, j'arrive. Oui, donc on a appris qu'on est passé à 13 milliards 8 hein, par Planck là. Est-ce qu'on a une accélération exponentielle de l'univers? Est-ce que c'est une accélération constante et qu'on peut mesurer? Aujourd'hui? Oui. Oui, on mesure l'accélération, on la mesure très bien, on ne sait pas ce qui la cause, mais on la mesure très bien. Et donc en fait là, ça c'est pareil sur l'énergie noire, il y a tout un tas d'expériences qui sont en train d'être montées, il y a notamment un satellite Euclide sur lequel travaille beaucoup de labos là, qui va être lancé dans 2 ans, je crois, pour essayer de comprendre ce que c'est cette énergie noire. Et la deuxième question, est-ce qu'on a une prévision de la fin de cette accélération? Ben non, après, de toute façon, vu que l'univers est plat par rapport à sa masse, en fait, il va s'expandre indéfiniment, et il va juste ralentir, mais il n'y a pas de fin, en fait, au ralentissement. Il va ralentir indéfiniment, c'est ce qui était prévu, mais là, il accélère. On ne sait pas. C'est vraiment un énigme. Et ça, c'était découvert il n'y a pas si longtemps, en 98, pour des découvertes scientifiques, on ne comprend pas. Donc il y a tout un tas d'expériences qui essaient de mesurer précisément, parce que cette énergie noire, il y a un paramètre qui la caractérise, et donc ce paramètre vaut -1 ou pas -1. Donc s'il vaut -1, ça veut dire une constante cosmologique dans les équations d'Einstein, s'il s'écarte de -1, c'est autre chose. Et donc il y a tout un tas d'expériences qui cherchent à mesurer -1 ou pas. Bonsoir. L'univers primordial, est-ce qu'il avait une limite? Est-ce qu'il avait une périphérie? Est-ce qu'il était contenu? Je ne sais pas répondre à ces questions en fait, parce que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. En fait, il n'y a pas de bord à l'univers. C'est pour ça que cette théorie du Big Bang, c'est n'importe quoi. En fait, c'est une dilatation de l'espace-temps avec un point de singularité au moment où t égale 0, mais nous on a dit t égale 0 à ce moment-là, mais c'est peut-être pas t égale 0. Enfin, nous on décrit tout jusqu'à 10 moins 38. Donc là, on sait pas. Et il n'y a pas de bord à l'univers, il est infini, il n'y a pas de frontières. Est-ce qu'il y aura rationnel en fait. Est-ce qu'il y aura une fin? Il est en expansion, En fait, il y avait à un moment dans les années 60, là, comme on ne savait pas calculer la densité de matière dans l'univers, il y avait des modèles où en fait il allait décélérer et puis il allait se recomprimer. Mais ça, on sait aujourd'hui que c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas assez de matière dans l'univers pour faire ça. Donc il est en expansion infinie. Sauf qu'il est plat, donc l'expansion devrait ralentir, mais elle ne ralentit pas l'accélération. Donc il est en expansion infinie. Et puis plus ça va, plus la matière se structure, donc il s'appauvrit aussi. Donc s'il est en expansion, il se refroidit toujours? Il se refroidit toujours. Le 3 degrés Kelvin, il continue de se refroidir. Donc dans quelques milliards d'années, ça risque d'être tout froid. Oui, mais après c'est froid, mais c'est jamais froid, parce que le 3, on n'arrive jamais à 0 en fait. On arrive à 3, 2, 1, 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, 10 moins 4, 10 moins 12. Pour qu'il se refroidisse, il faut que les étoiles s'éteignent. Ah non, c'est pas lié à ça. Le corps noir, le fond diffus cosmologique, s'en fout des étoiles. Lui, il n'est pas chauffé par les étoiles. En fait, l'univers, il est vide.
Donc il est rempli par ce fond diffus cosmologique. Si on avait des lunettes, enfin si on voyait dans le micro-ondes, on serait aveuglé par ce fond diffus cosmologique, il est partout autour de nous. Et par contre, les étoiles, dans notre galaxie, les étoiles, c'est plein de vide en fait, c'est quelques étoiles dans une galaxie, et puis les galaxies, elles se mettent le long des filaments de matière noire, mais entre les filaments de matière noire, il n'y a rien, c'est quasiment vide. Donc lui, il s'en fout des étoiles, le fond diffus cosmologique, il n'est pas chauffé, et puis l'univers n'est pas chauffé par les étoiles. Sa température ne provient pas des étoiles, il est contenue dans une galaxie. Les fluctuations que vous montrez sur la carte, c'est dû à quoi? Alors les fluctuations qu'on voit, c'est les fluctuations de densité de matière noire, donc c'est les fameux puits potentiels, en fait sous-dense ou surdense, qui étaient au moment du découplage. Mais ça, c'est la photo qu'on en a, mais l'univers qu'on a aujourd'hui, en fait, on ne peut pas associer un point de l'univers à un grumeau qu'il y avait à ce moment-là. Il n'y a pas de lien physique entre le point qu'on observe aujourd'hui et le grumeau à 380 000 ans. Ça n'a rien à voir, c'est quand même la germe de toutes ces structures qui sont formées après, parce que c'est les petites fluctuations de densité qui apportent après les grosses fluctuations, et tous ces puits potentiels, en fait, qui grossissent en fonction du temps, parce qu'on est dans un modèle hiérarchique de la formation des structures. C'est-à-dire qu'on a ces petites structures qui vont grossir, qui vont fusionner, qui vont former des plus grosses, et puis la matière qui tombe dans ces puits potentiels. Et le stade ultime, c'est l'amas de galaxies, où là on a des puits potentiels énormes, 10 puissance 15 fois la masse du Soleil, et dans ces puits potentiels, il y a toutes les galaxies qui sont en train de tomber en fait, et qui forment un amas de galaxies. Ça, c'est aujourd'hui, les amas qu'on voit aujourd'hui de 10 puissance 15 masse solaire, c'est les objets les plus stables qu'on peut voir, les plus gros dans l'univers local. Alors dans quelques milliards d'années, les plus gros, ce sont 10 puissance 16, parce qu'en fait, ça continue de se structurer. L'univers, je dessine, mais l'univers, au début, donc, il y a toutes ces densités, ces filaments, et puis en fait, plus il vieillit, plus tout se concentre, plus tout se forme, en fait, plus tout se rassemble. Et puis plus le gaz va former des étoiles, et moins on a de gaz pour former des étoiles, plus on a des galaxies qui sont vieilles, qui ne forment plus d'étoiles, qui sont tristes et mortes, et tout ça va comme ça. Plus ça se structure, et jusqu'à la fin, on n'a plus de gaz pour former des étoiles. Oui, d'ailleurs, excusez-moi, je voulais poser une question. Est-ce que tout simplement, on ne peut pas penser le système un petit peu à l'inverse? C'est-à-dire qu'en fait, ce serait tout simplement ce qu'on peut voir, la matière baryonique, ce dont on est composé d'ailleurs, n'est pas tout simplement une anomalie. Parce que dans le truc du Big Bang, on dit qu'il y a un moment où il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu une création de matière qui s'en est... En fait, on ne sait pas exactement ce qui a provoqué ce fait. Et est-ce qu'il n'y aurait pas eu... Enfin, moi, je verrais ça plutôt comme une sorte d'anomalie, ne serait-ce que par les chiffres, ils sont parlants. 5% de matière baryonique, 70% de matière, de 30% de matière noire. Oui, ça c'est continu dynamique, énergétique. Oui, oui, d'accord. Après, mais je ne comprends pas la question sur la nouvelle. Après, ça vient de la physique des particules. En fait, on a plus de matière que d'antimatière. C'est qu'il y a une mesure de symétrie. C'est comme ça. D'accord. C'est expliqué aussi par le modèle standard de la physique des particules. Oui. Bon, là, je connais moi. Les particules sur matière, antimatière et une mesure de symétrie. Oui. C'est pas mon truc, mais. Après, nous, par la physique qu'on connaît sur Terre, on décrit ce qu'on voit dans l'univers. Et aujourd'hui, les modèles qu'on propose, c'est ce qu'on arrive le mieux à comprendre par rapport à ce qu'on décrit et par rapport à ce qu'on voit. Quoi. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Une autre question? Ouais, oh là, c'est loin, hein? Elle marchait, cette fois. Bonsoir. Je me demandais, du coup, si je connais les scientifiques, quand quelqu'un dit qu'il a les mesures ultimes, il y a toujours quelqu'un pour dire qu'il va faire mieux. C'est quoi la suite dans l'étude du fond diffus cosmologique et dans l'étude de l'univers primordial? Les modes B. Les modes B, tout le monde fait ça. Quoi. Je veux dire, aux États-Unis, ils ont dépensé, là, ils sont sur des manips à 2 milliards d'euros
basé sur des fonds privés. Donc les observatoires s'appellent Science, machin, truc que nous on n'a pas du tout en Europe. Hein. Et ils font rouleau compresseur contre les modes. Donc c'est plein de manip au sol parce qu'en fait on a quelques fenêtres où on peut essayer d'attraper ça du sol et puis quelques manips spatiales qu'on essaie de monter. Donc la prochaine en Europe qu'on essaie de faire passer c'est l'Iceberg. Mais c'est pas encore accepté. Mais c'est les modes. Alors les modes B, c'est autre chose, c'est que déjà on ne sait pas du tout à quel niveau ils sont, donc ils peuvent être beaucoup plus bas, donc c'est le problème aussi, c'est pour ça qu'on a eu du mal à sélectionner une manip spatiale pour faire ça, parce que le spatial ça coûte très cher. Et puis les prédictions des modèles qu'on a aujourd'hui, ils peuvent être là, mais ils peuvent être là. Alors s'ils sont là, peut-être qu'on les verra, s'ils sont là, on ne les verra jamais en fait, jamais de la vie. Avec n'importe quelle raison, parce qu'on a les poussières de notre galaxie, que déjà, pour voir les modes B, il faut qu'on les corrige à mieux que le % près. Et donc, si les modes B sont beaucoup plus bas, on n'arrivera jamais à corriger les poussières de notre galaxie pour le voir le signal. Donc voilà, là la boîte est ouverte, et puis le premier qui les attrape, bingo quoi. Mais bon, il y en a qui ont essayé d'attraper sans tromper. On va voir. Bon, on va s'arrêter là alors. On va encore remercier chaleureusement Guylaine.